Alors, bienvenue dans cette, explication. Alors excusez-moi, j'ai le tutoriel, voilà, qui s'est lancé. Je vous explique le grand 3 de notre chapitre 1, donc «Suis-je ce que j'ai conscience d'être?». Donc je vais essayer d'être la plus claire possible et en même temps la plus synthétique pour ne pas vous perdre. Vidéo effectivement qui peut très bien fonctionner pour vous endormir le soir, hein. C'est pas de la l'ASMR, mais pas loin. Alors, dans ce grand 3, on va s'intéresser justement à ce terme de prise de conscience de soi, pour se libérer de tout ce qui nous aliène, de tout ce qui peut, justement compromettre, cette connaissance claire que nous avons de nous. Hem, alors j'ai fait ces passages avec certaines classes, donc vous pouvez, directement aller, à l'un. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc on va s'intéresser, nous, à Jean-Paul Sartre, qui est un philosophe, qui appartient au mouvement de l'existentialisme. Jean-Paul Sartre a un intérêt, dans la posture assez originale qu'il a, par rapport au fait qu'effectivement le sujet n'a pas d'excuse que d'être lui-même. Il dénonce, une confusion, donc ça on le retient bien, entre 2 choses. On va confondre identité personnelle d'une part et le masque social, que la société, nous impose de porter. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un dans la société, on va, se voir coller une étiquette sur le front avec une caractéristique qui souvent d'ailleurs, n'est pas forcément ce que l'on est, et cette caractéristique vient nous enfermer, dans une caractéristique qui n'est pas nous, et vient finalement nous chosifier. C'est ce qu'il dit, finalement au fur et à mesure que l'on a des, sphères sociales, des groupes sociaux comme la famille, les amis, les enseignants, le lycée, là où vous faites du sport, hem, des lieux de rencontre, des inconnus parfois auxquels on s'adresse, on a une discussion rapide, et bien nous allons, se voir imposer ces étiquettes. Le problème étant qu'elles sont parfois contradictoires, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas, avec ce que nous pensons de nous et elles ne vont pas avec les autres étiquettes qui peuvent, nous être collées sur le front. Vous pouvez être, par exemple, dans votre fratrie, le rigolo de la fratrie et dans le cadre, du lycée, être un élève très sérieux et vous aurez 2 étiquettes différentes. L'idée est de savoir où votre être, votre essence, ce que vous êtes vous, où cette essence-là se situe. Le problème de ces rôles, c'est également, qu'elle induit une perte d'unité du moi. Donc on voit bien ici le lien entre Jean-Paul Sartre et Descartes. Chez Descartes, on a vraiment cette unité du sujet qui ne fait pas débat. Nous sommes un, nous sommes conscients de nous et nous sommes conscients de cette unité. Sartre est vraiment dans cette optique-là, pardon, d'un cogito unifié en nous. L'autre problématique que pose cette confusion entre l'identité, ce que je suis, et le masque, ce que je parais, c'est que souvent notre personnalité profonde va se confondre, va se mêler avec, ce personnage, avec ce masque, avec ce rôle social et en faisant ça, nous abdiquons la liberté que nous avons d'être nous. Nous devenons une chose, c'est-à-dire nous devenons l'étiquette, nous devenons le rôle social que nous avons, et nous ne sommes plus véritablement nous-mêmes. Il va donner un exemple pour cela, c'est l'exemple du garçon de café. Alors très connu de Sartre, qui était assez, friand justement de ces petites, comment dire? De ces petits moments qu'il passait à la terrasse des cafés parisiens où il observait le comportement des gens qui l'entouraient. Et dans L'Être et le néant, Jean-Paul Sartre va décrire, le rôle de ce garçon de café, voilà, qui va être très, comment dire? Très théâtral dans sa manière de se déplacer, sa manière d'être. On imagine bien, qu'il ne met pas son tablier noir chez lui, qu'il ne porte pas son plateau, en circulant, entre les chaises comme il le fait entre les clients dans un café. Et ce qu'on va retenir de cette citation que je me dispense de lire, mais que bien sûr vous avez tous lu, c'est cette partie-là. Heu, il joue, il s'amuse, on s'amuse à être dans ce rôle social. Sa conduite nous semble un jeu, d'ailleurs c'est ce qu'il dit juste avant. Et ce qui est intéressant, c'est surtout la suite. Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte. Il joue à être. Et ce qui est intéressant, c'est justement le fait que nous soyons dans ce jeu, dans ce rôle social, qui n'est pas nous et qui finalement finit par être nous. On peut jouer à être prof de philo et puis au final se rendre compte qu'on est, devenu ce rôle-là, que notre essence se caractérise par ce rôle social, même si j'adore mon boulot, clairement. Et donc pour lui, le garçon de café vient, chercher à se persuader lui-même qu'il est sa fonction.
qu'il est son travail. En fait, on cherche à se persuader qu'on est bien ce qu'on attend de nous dans le rôle que nous jouons au niveau de la société. Et donc, de ce fait, parce qu'il joue ce rôle et qu'il adhère à ce rôle, son essence, ce qu'il est intérieurement, lui échappe totalement. Il n'a conscience que de son existence, au sens il n'a conscience que de son existence sociale, mais il ne sait plus qui il est. Voilà, si vous devez rajouter quelque chose, je ne sais pas si moi je peux le faire. Saisie de texte, je vais essayer. Voilà. Il est son rôle social. Ah mince, c'est en blanc, a priori. Non, ça ne veut pas. Eh bien, du coup, je m'abstiens. Voilà. Hop, vous y arriverez. Vous le rajouterez vous-même. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que cette conduite est un jeu, hein, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et Sartre va opérer une distinction entre deux éléments, l'en-soi et le pour-soi. Donc ça, on retient bien. L'en-soi, c'est le monde des objets, c'est le monde des étiquettes, le monde des rôles sociétaux que nous jouons. Le pour-soi, c'est le règne de l'homme libre d'être ce qu'il choisit d'être. Nous savons en nous ce qui est bon pour nous. Et pour autant, parfois, parce que les autres ont un avis différent, on va plutôt se conformer à ce que l'autre pense de nous. Et ça arrive de manière assez récurrente et assez commune hein, dans notre existence. On peut, par exemple, si on cumule les mauvaises notes dans une matière, allez, admettons la philo, pourquoi pas, mais ce ne sera pas le cas, bien sûr, mes stats, on y pense. Je vais cumuler des mauvaises notes en philosophie, moi je vais mettre absence de travail, ou absence d'approfondissement, ou difficulté de compréhension des concepts abstraits, peu importe. Ce qui va se passer, c'est qu'à force, vous allez adhérer à cette image faussée que j'ai de vous, alors que vous êtes peut-être très travailleur, passionné par la matière, mais que juste le passage à l'écrit, il n'y a pas eu encore le déclic. Et à la fin, à chaque fois que vous aurez ce devoir-là, vous allez vous dire, bah mince, finalement, je ne suis pas censé y arriver, donc je ne vais pas y arriver. Et c'est comme ça qu'on se conforme souvent à des images dépréciées qu'on peut avoir de nous, et qu'on va abdiquer sa liberté d'être différent. Donc ici, d'être bon en philo. Donc adhérer finalement à ces étiquettes-là, c'est très paradoxal. Vous pouvez mettre que c'est un paradoxe, parce que ça soulage l'individu, du vertige en fait que représente le fait d'être absolument libre de se déterminer. Lorsqu'on est absolument libre de se déterminer, on peut être qui on veut. Qui on veut, rien techniquement ne peut nous arrêter. Vous pouvez choisir d'être quelqu'un de généreux, ou au contraire choisir d'être quelqu'un d'économe. Mais tant que vous adhérez à l'idée que vous avez de vous-même, il ne doit pas y avoir d'influence extérieure par rapport à ça. Donc, d'un côté, ça nous soulage de nous enfermer dans l'étiquette parce que ça nous évite de réfléchir à qui nous pourrions être. Mais d'un autre, en faisant ça, on renonce à être soi. On préférera finalement le fait d'être dans cette étiquette-là et que cette étiquette soit inconfortable à la libre détermination de notre essence. D'où cette phrase très connue de Sartre où on fait la distinction entre exister et être. L'existence précède l'essence. Ça, il faut l'apprendre par cœur. Dans L'existentialisme est un humanisme, c'est le titre du livre. L'existence, c'est le fait d'être jeté au monde. Vous n'avez pas choisi de naître. Ça, c'est un donné. Mais pour Sartre, c'est finalement la seule et unique chose que nous n'ayons pas choisie dans notre vie. À partir du moment où on est en âge de raisonner, réfléchir un peu et se penser, nous sommes capables de nous déterminer nous-mêmes. Et ça, pour lui, c'est un donné de l'existence, et on ne doit absolument pas céder cette liberté d'être ce que nous choisissons d'être, c'est-à-dire de déterminer notre essence. Pour lui, et ça c'est un concept à retenir, lorsque nous renonçons à être nous, nous faisons acte de mauvaise foi. Donc le mauvaise foi, c'est quoi? C'est le mensonge à soi-même. On se ment à soi-même parce qu'on refuse finalement de se choisir. Donc renoncer à sa liberté, c'est renoncer à être soi, à choisir son essence et à se déterminer librement. Donc finalement, on a un déchirement, hein, c'est ce qu'on appelle un déchirement de cette condition humaine, cette condition de l'homme, qui est aux prises entre deux choses qui la tiraillent un petit peu. D'une part, cette liberté angoissante de se déterminer soi-même, qui est absolue, et le fait d'être chosifié par les autres, qui est certes réconfortant, mais totalement mythique, mystificateur en tout cas, parce qu'on pense être soi, alors qu'en fait on est déterminé par les autres ou les circonstances. Et donc finalement,
on a cette problématique de soit je me choisis, et je fais un effort pour ça, et c'est coûteux, et c'est parfois difficile parce qu'on s'inscrit en faux par rapport à l'image que les autres ont de nous. Soit on adhère à l'étiquette, ça demande moins de réflexion, mais pour autant c'est beaucoup plus simple. Donc soyons tous Instagrammeurs, pas de problème, ça marche ici. Ce qui se passe, c'est que pour Sartre, il y a, et c'est le deuxième point de ce cours, une grosse problématique, c'est l'autre. L'autre est celui qui va me forcer à rentrer dans l'étiquette qu'il m'a collée sur le front. Il va tout faire justement pour que je sois le reflet de ce qu'il pense de moi. J'espère que vous me suivez. Et donc l'autre, il va tout faire pour entraver ma liberté d'exister. Voilà, ça c'est vraiment une entrave. Ces deux consciences-là sont forcément conflictuelles, puisque l'autre porte un regard sur moi qui n'est pas moi. Donc dans ces cas-là, je n'ai pas beaucoup d'options. Je dois lutter pour ma liberté. Ça c'est très important. Pourquoi? Parce que le regard de l'autre, et c'est un mot que j'aime beaucoup en philosophie, c'est le mot pétrifier. Le regard de l'autre me pétrifie, c'est-à-dire comme dans la Reine des Neiges, là, quand elles deviennent pierre, ça me fige dans un état présent qui n'est pas forcément le mien et qui va m'enfermer pour le restant de mon existence. Si vous êtes dans une fratrie, que vous avez une caractéristique dans votre fratrie, cela va vous figer tout au long de votre vie dans le rôle que vous avez au sein de la fratrie. Donc si vous êtes le petit rigolo, si vous êtes le calme, si vous êtes l'artiste, peu importe, cette étiquette-là va vous figer dans votre lien à l'autre. Et l'autre essaiera de vous laisser avec cette étiquette-là. Et c'est une lutte très difficile. Et finalement, ça ne nous laisse que peu de chances d'être autrement, mais nous devons saisir cette chance-là. Ce qui est, le plus exacerbé dans cette idée de pétrifier l'autre, c'est dans la relation amoureuse, où là, l'autre va chercher à posséder ma liberté, et moi je vais lutter pour préserver la mienne et posséder la sienne. Et dans ce jeu, à échange avec l'autre, on essaye toujours de faire en sorte que l'autre corresponde à ce que je pense de lui, tout en refusant de correspondre à ce que l'autre attend de moi. Donc ça, c'est sacralisé dans les relations amoureuses, et c'est la raison pour laquelle il y a parfois des conflits aussi, c'est qu'on essaie de se dégager un peu de façon, comme une énergie du désespoir, on essaie de se détacher de l'image que l'autre a de moi. Et donc, de ce fait, on est dans un espèce de rapport conflictuel dans lequel, et c'est ce que je mets là, dans lequel chacun cherche à posséder la liberté de l'autre tout en préservant la sienne, et en luttant pour préserver la sienne. D'où cette phrase très connue de Sartre, et je l'ai mise ici parce qu'elle l'illustre bien, l'enfer c'est les autres parce que les autres m'empêchent d'être moi. Extrait de la pièce de théâtre Huis clos, que j'imagine vous connaissez tous. Alors pour l'anecdote, il faut savoir que ce que Sartre a écrit, sachant que Sartre avait une relation amoureuse avec Simone de Beauvoir, Sartre et Simone de Beauvoir étaient dans une relation amoureuse très particulière, puisqu'ils étaient dans une relation libre, où Jean-Paul Sartre, en fait, était officiellement avec Simone de Beauvoir, mais multipliait les conquêtes annexes, si je puis dire. Et Simone de Beauvoir a beaucoup souffert, en fait, de cette liberté qu'elle acceptait pour son conjoint, et finalement, elle a beaucoup souffert de ça. Et ils ont souffert de cette liberté que chacun avait choisi de se donner. Donc même, voyez, même si on essaye de vivre cette liberté absolue, finalement, ça ne veut pas dire, malgré tout, qu'on arrive à résister à cette souffrance et au cadre qu'on est obligé de s'imposer. Le dernier point que je voulais aborder, et c'est un deuxième gros argument dans cette partie, c'est l'opposition à Freud. Il faut savoir que Sartre a été un grand critique de Freud, et notamment de cette question en tout cas de cette question d'un inconscient qui viendrait maîtriser ce que nous sommes consciemment. Je rappelle la citation de Freud, le moi n'est pas maître en sa propre maison. Ok, le moi n'est pas maître en sa propre maison, ça veut dire que c'est l'inconscient qui est maître, qui nous gouverne, coucou les TG1, et dont on est finalement l'esclave, coucou les TG2. C'était leur sujet de devoir de cette semaine. Donc finalement,
dire de l'inconscient qu'il nous maîtrise, c'est renoncer à être maître de nos actes et à être maître de nos choix. Ça veut dire que finalement, il y a une part inconsciente en nous et que c'est celle-ci qui vient nous gouverner, pas notre conscience. Sartre s'inscrit en faux par rapport à ça. Lorsqu'on dit c'était pas de ma faute, mais je savais pas, j'étais pas conscient à ce moment-là de ce que je faisais, c'est une excuse que nous recherchons dans nos actes et c'est un aveu de faiblesse. Or, nous n'avons pas d'excuse. Dire que nous sommes déterminés par notre passé, par nos expériences, c'est se chercher des excuses à ne pas être celui que nous voulons être aujourd'hui. Bon, c'est un peu facile tout ça, on est d'accord? Mais néanmoins, ça a le mérite d'avoir ce côté un petit peu nietzschéen et de se dire que j'ai le choix d'exploiter ma puissance aujourd'hui si je le veux. Et que si je ne le fais pas, je me donne des excuses. C'est pas que je suis faible, c'est que je me donne des excuses à ne pas être dans la puissance. Donc, il va pour cela marquer son opposition à Freud avec 4 grands arguments. Premier point, c'est une critique du refoulement de Freud. Lorsqu'on refoule un phénomène, un traumatisme qu'on a vécu, nous savons que nous avons vécu ce traumatisme. Donc si la conscience refoule, c'est que la conscience sait ce qu'elle refoule. À partir du moment où la conscience sait, la conscience ne peut pas être influencée par ce qu'elle a connu. Donc le refoulement, en fait, c'est tout à fait contradictoire pour Sartre, et ça n'a pas de valeur philosophique. Le deuxième point, et ça c'est un point pour le coup qui est très pertinent, c'est que Freud a brisé l'unité du psychisme humain en marquant l'influence de l'inconscient, en disant que la conscience n'est pas transparente à elle-même. Il opère une fracture du moi. Le moi se scinde en deux. Et en faisant ça, en faisant en sorte que le moi se scinde en deux, on vient manquer l'unité du cogito. Or, un sujet est un sujet pensant et il ne peut pas être autre chose. Et il ne doit pas se donner l'excuse de croire qu'il est autre chose. Donc finalement, en brisant, et c'est le troisième point, cette unité du psychisme humain, Freud, parce que Freud a créé un système extraordinaire où il faut passer par chez lui pour pouvoir avoir accès à soi, eh bien Freud, il promet le triomphe d'autrui sur la connaissance de soi, sur la connaissance que nous devons avoir de nous. Et le triomphe d'autrui ici, c'est qui? C'est le triomphe du psychiatre ou du psychologue, qui ne me connaît pas, mais qui saura après quelques mots de quoi je souffre et qui m'aidera à prendre connaissance de moi pour que je puisse me libérer de ce que je ne connais pas en moi, mais que j'ai connu avant. Voilà, donc c'est totalement ubuesque pour Sartre. Je sais, je n'ai pas d'excuses, et personne ne me connaît mieux que moi. Donc aucun psychanalyste ne pourrait me révéler à moi-même. C'est inconcevable pour lui. De ce fait, pour Sartre, et son point de vue est très clair, l'inconscient n'existe pas, c'est juste un acte de mauvaise foi. Le psychisme ne peut pas s'ignorer lui-même. La conscience ne peut pas s'ignorer elle-même. Et donc, concevoir qu'il puisse y avoir en moi une part de moi que j'ignore, c'est se mentir à soi-même. C'est se refuser soi-même, c'est se dissimuler à soi, ça ne peut pas fonctionner. Donc finalement, on se laisse prendre à son propre mensonge lorsqu'on pense qu'un inconscient a de l'influence sur nous. C'est là où pour Sartre, finalement, quand on lit la philosophie de Sartre, Freud a été assez fort d'arriver à créer un système où nous pensons que nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. C'est assez fort. Et surtout à créer un système où il faut passer par le psychanalyste pour pouvoir avoir accès à soi. Sartre, ce qu'il veut, et c'est ce que nous allons retenir, c'est sauver la liberté souveraine de la conscience. Et si vous devez retenir une phrase de ce cours, c'est celle-ci. L'intention de Sartre, c'est de restaurer la liberté souveraine de la conscience. Alors, je vous ai mis ici un texte de lui, extrait de L'être et le néant, qui reprend justement cette attaque de Sartre vis-à-vis des thèses de Freud. Donc ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de le lire et puis de me dire s'il y a des points qui pourraient poser problème. Par contre, je vous invite à retenir, alors je ne peux pas, vraisemblablement, je ne peux pas surligner, non, je ne peux pas, voilà. Donc je vous montre, ce qu'il faut retenir, c'est ce passage, ah si, ça marche. Ce passage-là, tout savoir est conscience de savoir. Je sais, et je sais que je sais.
Et il est inconcevable que je puisse souffrir d'une ignorance de moi-même. Donc ça, on peut retenir cette phrase-là du texte, hein, c'est-à-dire que je suis conscient de savoir, je suis conscient de savoir ce qui se passe en moi et ce que je suis. Voilà, donc je vais faire 3 vidéos différentes. Ça, ce sera celle de Sartre. J'enchaîne ensuite avec Alain. Je vous dis à tout